pour cette masterclass pour Big 2023. Aujourd'hui, on va parler CSRD et climat, hein. On parle beaucoup de cette réglementation depuis plusieurs mois maintenant. On l'a suivi, enfin, vous l'avez peut-être suivi au niveau européen, les réglementations ont pas mal bougé. Là, on va faire un petit peu le point sur l'état des connaissances aujourd'hui et on va regarder surtout d'un point de vue climat, mais pas que, en quoi cette réglementation révèle certes des enjeux, mais aussi pas mal d'opportunités. Voilà. Donc avec nous aujourd'hui, on a Hugo. Hugo, je te laisse te présenter. Merci Christophe. Merci beaucoup. Déjà, je suis ravi d'être ici pour parler de la directive CSRD. Donc moi, je m'appelle Hugo Micler, je suis juriste en transformation durable pour le centre de recherche de Novetic. Donc Novetic, qui est une filiale de la Caisse des dépôts spécialisée sur la transformation durable. Et je suis aussi doctorant pour le centre de recherche Droit Dauphine, justement sur ces enjeux de durabilité et de juridicisation de la RSE. On va pouvoir en parler avec cette directive CSRD. Alors, écoutez, juste avant qu'on commence, on a un chat. On est déjà plus d'une soixantaine. N'hésitez surtout pas à poser des questions dans le chat. On les prendra peut-être plus à la fin de la rencontre. On a 43 minutes ensemble, donc écoute Hugo, allons-y. C'est parti, c'est parti. Donc voilà, oui, pour les questions, je pense qu'on essaiera de laisser 5-10 minutes pour qu'on puisse y répondre. Donc évidemment, n'hésitez pas. Alors, cette fameuse directive CSRD, alors je vous propose déjà de commencer à en parler par faire quand même un petit rappel sur qu'est-ce que c'est cette Corporate Sustainability Reporting Directive. Donc, ce qu'il faut bien préciser dans un premier temps, c'est que la CSRD, c'est une directive accompagnée de plusieurs actes délégués. Donc la CSRD, la directive, c'est véritablement c'est le mur, on construit le mur, c'est ça la réglementation, c'est ce qui va nous donner les grandes orientations, qui est concerné, quand. Et puis à côté, on va avoir des actes délégués qui sont finalement la peinture qu'on va mettre sur ce mur qui est la CSRD et qui sont le cœur du moteur de cette CSRD avec les normes techniques. Très concrètement, qu'est-ce qu'on va vous demander de reporter demain. Alors, cette directive CSRD, elle succède à la directive NFRD, NFRD pour Non-Financial Reporting Directive, qui voilà, nous parlait de l'extra-financier, avec cette directive CSRD donc, qui prend le relais, qui va venir rénover tout ce qui traite au reporting des entreprises. Eh bien, on change vraiment de paradigme, on va changer d'air en matière de reporting ESG, véritablement. Et on abandonne ce terme d'extra-financier pour vraiment aller vers le thème de durabilité, parce que l'objectif avec la CSRD, c'est de mettre les données ESG, la qualité qui va être attendue de ces données ESG au même niveau que les données financières. Et ça, c'est très important parce que c'est vraiment cette philosophie qui irrigue la CSRD. La CSRD aussi, elle ne nous vient pas seule, c'est une réglementation, c'est un bloc, une pièce du puzzle de la réglementation européenne en matière de durabilité. On va aussi avoir c'est une réglementation qui est appelée à intervenir et puis à dialoguer avec la taxinomie européenne, avec le devoir de vigilance européen. Et c'est vraiment une brique qui nous vient du pacte vert européen et plus précisément de tout ce qui découle de la stratégie finance durable pour que justement les investisseurs puissent avoir la donnée ESG qui leur fait défaut pour le moment, pour véritablement flécher les investissements vers des activités durables et enclencher enfin la transformation durable voilà, dont on a besoin. Alors, peut-être commencer par déjà présenter voilà, qui est concerné, parce que la CSRD, l'un des aspects majeurs de cette CSRD, c'est les seuils, la révolution des seuils, puisque beaucoup plus d'entreprises vont être concernées par le reporting ESG. Il faut savoir donc qu'avec la NFRD, sous le règne de la NFRD, on est toujours sous le règne de la NFRD, il y a à peu près 12 000 entreprises qui sont concernées, qui doivent publier une déclaration de performance extra-financière en Europe. Avec la CSRD, on va passer à plus de 50 000. On n'a pas encore le nombre exact, va falloir attendre encore les différentes lois de transposition dans les États membres, mais voilà, au moins plus de 50 000 entreprises seront concernées dans l'Union européenne. Ça va aller bien évidemment pour les entreprises qui sont cotées dans l'Union européenne qui doivent remplir 2 des 3 seuils suivants, 10 salariés, 700 000 € de chiffre d'affaires ou 350 000 € au bilan. Et même pour les entreprises qui sont non cotées, les seuils vont être considérablement abaissés puisque c'est à partir de 250 salariés, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros de bilan que vous serez concernés. Donc là, on voit bien qu'il va y avoir beaucoup plus d'acteurs qui vont être engagés par cette CSRD. Je pense que
là, je pense que ce qui est important aussi, c'est de comprendre, hein, c'est ça, c'est 2 des 3 seuils. Donc, vous pouvez être bien en dessous du nombre de salariés, du seuil de 250, mais si vous dépassez en chiffre d'affaires ou en bilan, bah, vous êtes soumis à cette CSRD. Donc, parfois, on se cale pas mal sur ah bah, je suis à 220 salariés, ça va, je suis pas impacté. Non, non, c'est 2 des 3, ça c'est important. Tout On à peut fait. peut-être faire aussi une évaluation. Hein. NFRD en France, là on parle de 11 600 au niveau européen, mais en France c'était quoi, à peu près 1300, hein, je 1300, crois, hein, je crois, oui. 1300 entreprises qui étaient soumises. Demain avec CSRD, on estime que ça va être entre quoi, 9 000 et 12 000 entreprises en France. Rien qu'en France, tout à fait. Donc, quand même assez important là. Ça va, c'est pas x5 en France, c'est plutôt pas moins de x10. Hein, Tout à x6, fait, x10. exactement, exactement. Donc d'où cette révolution, hein, des seuils. Et effectivement, c'est 2 des 3 seuils parce que je crois que l'idée aussi, c'était que les holdings qui, ne seraient constitués, voilà, avec peu de salariés, mais beaucoup de chiffre d'affaires ou beaucoup de bilans, eh bien, tombent quand même, hein, dans la CSRD. Donc, voilà, effectivement, tu as tout à fait raison de le souligner, hein, vigilance, hein, sur ces seuils. Alors concernant le calendrier, il faut savoir que CSRD va pas se déployer, va pas être à son paroxysme, enfin, va pas être complètement déployé à partir de l'année prochaine, hein. C'est une réglementation qui va se déployer au long cours, qui va se déployer petit à petit au fil des années. Il faut savoir que les entreprises qui sont déjà, soumises à la NFRD, eh bien, seront concernées en 2025 avec les données de 2024. Les entreprises de plus de 250 salariés, eh bien, ça sera 2026 sur 2025. Et puis, les PME cotées, ça sera 2027 sur 2026. Même si, voilà, il faut noter que pour les PME, il y aura une dérogation possible, hein. Ça pourrait être 2029 si elles le justifient dans leur rapport de gestion. Parce que voilà, elles auraient besoin de plus de temps pour s'adapter et puis pour bien évidemment appréhender, se saisir, hein, des différentes normes. Pour les entreprises extra-européennes, eh bien, ça sera 2029 avec les données de 2028. Donc voilà, un calendrier Alors, on a au une long petite cours. question. Je sais qu'on avait dit qu'on prenait les questions à la fin, mais il y en a une qui, je pense, se place bien là maintenant. Dans la CSRD, il est question des entreprises d'intérêt public et non de toutes les entreprises cotées. Pouvez-vous préciser ce point? Ah bah alors justement ça, on aura vraiment une réponse très précise quand on aura la loi de transposition, hein, de savoir, notamment la forme juridique, de le calcul des seuils exacts. Tout ça, ce sera, quelque chose dont on aura les réponses quand il y aura la loi de transposition qui est attendue pour début décembre, hein. On sait quand ce sera, quand elle sera publiée, hein, cette fameuse loi de transposition et là, on pourra vraiment précisément répondre à cette question parce que c'est vrai que la directive européenne est encore un peu floue, à ce Tout à fait. niveau-là Oui, et oui, donc oui. Je sais qu'il y avait des questions, par exemple, sur le seuil de salariés. Alors ça peut être assis amené à, baisser, à monter oui, ou à descendre, mais euh, la définition de salarié entre les contrats, les CDD versus les CDI, les temps partiels, etc. Donc, pour certaines filières, c'est particulièrement important. Donc, ça, normalement, la DGT, là, la direction du Trésor, va nous clarifier ça. Normalement, il nous reste quoi, 2 mois c'est ça, oui. et on sait. Je crois qu'on a eu, voilà, début décembre, ça sera publié, donc on aura véritablement, D'accord. je me rapprocherai Ok. plus de Christophe quand il ouais. Alors, Alors, ouais. ensuite, peut-être pour la CSRD, pour voilà, pour avoir une big picture, hein, finalement de ce que ça va être. Comme je l'ai dit, un déploiement de la réglementation de 2024 à 2029. Et donc véritablement, donc à la fois toutes les entreprises ne seront pas concernées au même moment, mais les actes délégués, eh bien, n'ont pas encore tous été publiés. Les FRAG continuent de travailler encore sur les actes délégués à venir. C'est notamment le cas pour les normes techniques des entreprises de certains secteurs particuliers, comme l'aviation ou comme tout ce qui va être transport maritime, je crois. Voilà, ça va venir, ça viendra par la suite. Et pareil pour les petites et moyennes entreprises qui seront soumises à moins d'exigences de reporting, eh bien, les FRAG est toujours en train de travailler sur les normes techniques pour ces acteurs-là, et c'est quelque chose qui nous viendra plus tard, qui nous viendra à l'avenir. Ensuite, concernant eh bien, le nombre finalement de ce qui va être de choses qui vont finalement être demandées aux entreprises pour faire ce rapport de publication ESG, eh bien, il faut savoir qu'on va avoir 82 disclosure requirements, donc 82 grandes catégories de thématiques sur les sujets sur lesquels il faudra reporter, et on aura à peu près 1100 data points. Donc là, un data point, ça sera véritablement qu'est-ce qui va vous être demandé très précisément en matière de reporting. Pour ces data points, il faut savoir qu'il y a à peu près un quart de quantitatif. Donc véritablement, là, on va vous demander un chiffre, par exemple vos émissions de GES de votre scope 1, on va vous demander le chiffre. Et on va avoir trois quarts de qualitatif, donc des éléments pour contextualiser ce chiffre, pour préciser la stratégie de votre organisation vis-à-vis de ce risque, vis-à-vis de la thématique, etc. Donc voilà, aussi avoir ça en tête.
sur tous ces data points, sur ces 1 100 data points, il y en a en fait très peu qui sont obligatoires pour pas dire quasiment aucun, hein, puisque finalement voilà, la Commission européenne a fait le choix de tout lier à l'analyse de matérialité et ça on va Ça, on va en pouvoir, parler. tout à fait, on va pouvoir en parler assez longuement. Et donc voilà, comme je le disais, 55 000 voilà, plus de 50 000 entreprises concernées en Europe, dont 10 000 entreprises, qui seraient extra-européennes, puisque cette CSRD, elle a aussi un, mmh, un caractère extraterritorial, hein, là aussi, on pourra un petit peu en parler ensuite. Alors justement, concernant ces normes, communes et c'est les normes spécifiques dont je vous ai parlé, donc les 2 feront l'objet d'un acte délégué particulier. Donc pour toutes les grandes entreprises, eh bien, on aura voilà un ensemble de normes communes. Elles devront toutes reporter selon, avec cet acte délégué là, voilà, qui nous est arrivé il y a 1 mois à peu près, qui a Oui, été publié il y a 1 mois à peu près. fin juillet. Fin juillet, tout à fait. Et il faut savoir qu'il est composé de 12 ESRS. Alors un ESRS, c'est European Sustainability Reporting Standards et donc c'est véritablement ce document-là qui va vous, voilà, vous donner, Qu'est-ce qu'on doit remplir? qu'est-ce qu'on doit remplir? Exactement. On a 2 ESRS qui concernent, voilà, les principes généraux et puis tout ce qui va toucher à la stratégie et à la gouvernance. Par exemple, en ce qui concerne votre analyse de matérialité, eh bien, c'est le SRS 2 qui va vous expliquer comment conduire votre analyse de matérialité. Ensuite, concernant sur les normes thématiques, vous allez avoir 10 ESRS qui en fait, là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ils vont répondre directement à d'autres, réglementations européennes, notamment la taxinomie, hein, évidemment, avec par exemple, pour l'environnemental, tout ce qui va avoir trait au climat, à la pollution, à l'eau, à la biodiversité et aux ressources. Et puis sur le social, à vos employés, aux travailleurs de la chaîne de valeur, aux communautés impactées et aux clients et utilisateurs finaux. Et pour la gouvernance, on voit que ça reste un petit peu le parent pauvre de cette CSRD puisque voilà, on n'aura qu'un seul ESRS, sur la conduite des affaires. Donc voilà, on a vraiment en fait les ESRS et ces normes techniques, ce sont des tiroirs thématiques dans lesquels vous allez ouvrir un tiroir, puis un autre, jusqu'à arriver au data points qui va vous demander très précisément de reporter tel chiffre ou alors de contextualiser, telle partie de votre stratégie en matière de durabilité, dans votre reporting. Donc voilà, donc c'est finalement assez simple de pouvoir s'y retrouver. Il suffit de chercher voilà, la thématique, et la sous-thématique, qui vous intéresse. Pour les normes sectorielles, donc ça c'est quelque chose et les normes simplifiées pour les PME, ce sont 2 ensembles de normes qui feront l'objet de 2 autres actes délégués qui a priori devraient nous arriver à l'année prochaine, en tout cas, Ça veut dire que si on est dans un certain secteur, oui, on est soumis aux normes communes et aux normes thématiques, mais l'Europe va nous demander de zoomer un petit peu plus sur certains sujets et peut-être sélectionner des indicateurs en particulier qui sont plus pertinentes pour tel secteur. On pense au secteur des mines, au secteur des secteurs intensifs, secteur pétrolier, etc. C'est bien ça. tout à fait, exactement. Donc voilà, pour les entreprises, on estime, l'Union européenne en tout cas estime que ces secteurs ont des problématiques en matière de durabilité qui leur sont aussi propres, qui leur sont aussi spécifiques, eh bien on va rajouter cette couche-là en plus. Et puis bien évidemment pour les PME, puisque voilà, on estime qu'elles ont pas forcément, elles sont pas aussi bien outillées que les grandes entreprises, forcément elles vont avoir des normes un petit peu simplifiées. On commence à avoir un petit peu à quelle sauce elles vont être mangées, mais on n'a pas encore l'acte délégué de l'EFRAG. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Non, Christophe? on est bon. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, hein, évidemment, dans le chat si jamais, il y a des choses qui sont peut-être pas claires, vous voudriez qu'on aille plus loin. Alors je vais réutiliser cette expression-là, mais le cœur de la CSRD aussi, le cœur du moteur, ce sont donc les normes techniques ESRS, mais c'est aussi, c'est le cœur du moteur à travers l'analyse de matérialité et surtout une analyse de matérialité qui doit être conduite en double matérialité. Alors je crois que là, pour le moment, les textes, européens traduits en français font référence à la double importance relative. Personne n'utilise ces termes. Ça devrait voilà, je pense que c'est vraiment il y a eu une petite erreur au niveau de la commission dans la traduction des textes. Donc on va continuer à parler de double matérialité et c'est vraiment ça qui fait le cœur de la CSRD puisque comme je le disais, avant, eh bien, vous ne devez déploie en fait, beaucoup de données, de points de données, de data points sont facultatifs, enfin, ne sont pas facultatifs, mais ne sont soumis à publication que si votre entreprise, les envisage comme étant matériels. Alors, je vous propose déjà de commencer par parler de la matérialité et de la double matérialité. Qu'est-ce que c'est? Faire peut-être un petit rappel et donner un exemple. La double matérialité, c'est en fait un sujet est matériel pour une organisation si elle remplit les critères de la matérialité financière
et ou de la matérialité d'impact. Matérialité financière, c'est tout simplement que par exemple, le changement climatique peut faire courir des risques ou des opportunités à votre organisation, peut avoir un impact financier sur votre organisation. Ça, c'est la matérialité financière. A contrario, vous pouvez avoir la matérialité d'impact, c'est votre entreprise peut avoir un impact sur l'environnement ou la société. Et ça, c'est la matérialité d'impact. Et en fait, pour vous, entreprise, pour vous, acteur économique, de savoir si un sujet est matériel ou pas, c'est en fait, il doit répondre à ces critères de matérialité financière et ou de matérialité d'impact. C'est quelque chose de très intéressant et de très important parce que c'est vraiment ce qui définit la stratégie en matière de durabilité de l'Union européenne, hein. On est les seuls, pour le moment, au niveau de l'Union européenne, à véritablement pousser la double matérialité. Les pays anglo-saxons, eux, c'est juste la matérialité financière qui les intéresse, en tout cas à date. Et donc voilà, c'est ça qu'on appelle la double matérialité. Alors peut-être pour donner un petit exemple, peut-être un peu concret, si vous êtes une entreprise, d'eau en bouteille, voilà, votre entreprise est à Grigny-sur-Orge, vous pompez la nappe phréatique pour remplir de l'eau en bouteille, et bien le stress hydrique de la nappe phréatique, par exemple la déficit de pluviométrie, la nappe baisse, bah, ça vous fait, courir un risque qui est mauvais pour votre chiffre d'affaires tout simplement, puisque vous allez avoir moins de possibilités de pomper, de l'eau pour remplir vos bouteilles. Donc ça, c'est la matérialité financière, un risque et une opportunité ESG qui va avoir un impact sur votre organisation. Et à contrario, vous, entreprise, puisque vous pompez la nappe phréatique pour remplir vos bouteilles, eh bien, vous portez un risque à l'environnement. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la matérialité d'impact. Donc voilà, j'espère qu'avec cet exemple, c'est peut-être plus clair ou c'est peut-être plus... Et puis peut-être de rappeler, mais ça je pense que tu l'as fait, c'est que vraiment, et c'est important, c'est pas la conjonction, enfin c'est pas la zone de rencontre des deux matérialités qui définit notre double matérialité, c'est vraiment l'une et l'autre, hein. C'est les deux prises ensemble. Donc on peut avoir une matérialité d'impact qui n'a pas une matérialité financière, mais qui va être quand même, qu'on va devoir quand même prendre en compte parce que ben, c'est une double matérialité, c'est l'une ou l'autre. Tout à fait, exactement. Et ben, c'est voilà, un sujet matériel s'il réunit les conditions de la matérialité d'impact et donc là tu as bien fait de préciser, hein, de la matérialité financière. Et alors, pour le moment dans le SRS 2, on trouve quand même quelques pistes qui nous est données par les FRAG pour savoir comment conduire cette analyse de matérialité. Parce que c'est peut-être la question que vous vous posez, hein, p dans les grandes entreprises, cotées en général, elles conduisent déjà des analyses de matérialité et cetera. Mais si vous êtes une entreprise peut-être d'une taille un peu plus réduite, c'est un exercice que vous allez découvrir avec la CSRD. Peut 3 points, peut-être, à noter, c'est que ce qui est absolument, fondamental, c'est le dialogue avec les parties prenantes et les FRAG insistent lourdement là-dessus, hein. C'est très important de pouvoir dialoguer avec vos parties prenantes, que ce soit avec, des retours quantitatifs ou des retours qualitatifs, hein, donc allez directement leur parler pour véritablement récolter, les quels impacts vous pourriez avoir sur, ces parties prenantes ou inversement, quels impacts elles pourraient, avoir sur vous. De bien hiérarchiser les thématiques de durabilité à prendre en compte, hein. Et c'est là où les fameuses matrices de matérialité, vous en avez peut-être déjà vu, hein, ces fameux graphiques où les entreprises, classent un petit peu finalement quels enjeux sont très matériels pour elles ou non. À titre d'exemple, vous pouvez aller voir, celle de Schneider Electric qui est très bien faite ou celle de Michelin qui sont des matrices de matérialité très intéressantes. Et puis troisièmement, évaluation de la matérialité, hein, au niveau de votre chaîne de valeur puisque la Ça, CSRD, c'est très c'est important. très Ça, je important. pense qu'il faut Bien, bien a l'aborder. appuyer dessus. Tu veux en dire, Non, 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 oui. vas-y, vas-y. Enfin, c'est qu'effectivement la CSRD il va falloir, aller chercher les informations et les données sur votre chaîne de valeur. Alors, l'Union européenne a été gentille, pour, les entreprises qui auraient peut-être un petit peu de mal la première année, ça ne sera pas forcément nécessaire, vous aurez un petit peu de temps. Mais il faut quand même pouvoir, être capable d'aller chercher les données sur l'ensemble de votre chaîne de valeur, notamment, pour tout ce qui va être les ESRS sociaux, il va falloir pouvoir faire remonter un certain nombre de données de la part de vos sous-traitants et de vos fournisseurs, pour avoir les données qui vont demain être demandées par la CSRD. Est-ce que tu voulais rajouter peut-être quelque Non, chose, c'est bon. Voilà, si vous avez Je des vois qu'il y a des questions, questions. Certaines pourront être répondues à la fin, donc on se OK, le garde si ça vous pour va. la fin. Très bien, donc voilà et puis bien évidemment l'horizon de temps, c'est-à-dire que la CSRD va vous demander de reporter des choses à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc d'où l'intérêt de vous, organisation, de bien vous poser les bonnes questions et de déjà avoir ces questions de chaîne de valeur et d'horizon de temps, de les anticiper pour pouvoir reporter,
et bien du mieux possible. En termes de seuil, comment est-ce qu'on sait déjà comment est-ce qu'on peut apprécier à partir de quel seuil un enjeu devient matériel? Est-ce que ça, on a Alors des idées? Pas encore? on n'a pas encore vraiment d'idée parce qu'il y a un premier document de travail qui a été sorti par, l'EFRAG sur comment conduire les analyses de matérialité, jusqu'où on peut remonter, comment est-ce qu'on, construit tout ça, mais ce document n'est pas encore, officiel, Public, adopté. Donc d'accord. je préfère, enfin si ça vous intéresse, vous pouvez déjà évidemment aller le consulter, mais on attend encore le guide définitif pour l'analyse de matérialité, pour savoir, eh bien, comment, voilà, comment, véritablement conduire cette analyse de matérialité en plus des points qui sont déjà évoqués dans le SRS 2. À noter que très important évidemment que cette analyse de matérialité, elle sera appelée à être auditée par votre organisme tiers indépendant, hein, qui sera, eh bien, qui aura la lourde tâche de bien auditer cette, analyse de matérialité, de savoir, voilà, est-ce que vous avez bien construit votre matrice de matérialité déjà? Est-ce que vous avez bien consulté vos parties prenantes? Comment, comment est-ce que vous avez défini les seuils à partir desquels justement vous estimiez que tel, enjeu était matériel pour vous ou non? Et cetera, et cetera. Alors maintenant, on peut, je pense, faire peut-être un petit focus sur le climat, hein, justement. Je regarde évidemment l'horloge qui tourne et qui passe. Alors peut-être pour, avoir une petite idée de comment s'organisent les ESRS, donc comment s'organise finalement le cœur du moteur, on vous a donné, voilà, un petit exemple avec la slide ici qui est tirée d'un document de travail de, PVC. Alors, on retrouve un petit peu ce que je vous disais avant, c'est-à-dire que vraiment cette organisation en tiroir avec un thème, avec un sous-thème, avec un sous-sous-thème, parfois, pas pour forcément tous les ESRS, mais vous allez retrouver pour pas mal d'entre eux des sous-thèmes, des exigences de reporting avec les fameux disclosures requirements, donc 82-83 au total, je crois. Et vous aurez ensuite les points de données, vous en avez, voilà, à peu près, plus de 1000, hein, en tout cas, qui seront vraiment, voilà, ce qui sera attendu. Donc là, par exemple, pour votre plan de transition et l'atténuation du changement climatique, c'est, ce data point, ça sera, voilà, il vous demandera de donner une explication de la manière dont les objectifs de l'entreprise sont compatibles avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. Voilà exactement le Ça, point de c'est données. un data point. Ça, c'est un data Voilà. point. Voilà, et vous en avez, Il peut y en avoir beaucoup d'autres. d'autres, beaucoup d'autres. Par exemple, pour le climat, je crois que c'est 140. Vous avez C'est 140. c'est la norme la plus longue. Ouais, Ouais, effectivement. ouais, donc gros exercice que celui du reporting, climat sauce CSRD. Heu, donc voilà un petit peu comment ça s'organise, comment on retrouve cette organisation en tiroir pour les ESRS, et donc c'est la même chose pour les 10 ESRS thématiques. On aurait pu prendre un ESRS sur le social, vous retrouverez un petit peu cette même structure. Hem, voilà, et donc à noter que pour l'analyse de matérialité, eh bien vous devrez conduire une analyse de matérialité au niveau du thème. Donc là, le SRS 1, changement climatique. Dans les faits, ce sera un petit peu difficile de dire que le changement climatique n'est pas matériel pour votre organisation, hein, puisque bon, les émissions de gaz à effet de serre, on y passe tous. Et puis une analyse de matérialité au niveau du disclosure requirement et une analyse de matérialité au niveau du point de données pour savoir si oui ou non c'est matériel pour vous et si oui ou non vous devez le, euh, le mettre dans votre reporting ESG. Donc, on peut avoir le climat qui est matériel, qui Mhm, sera matériel a priori pour tout le monde. Alors, on peut expliquer, mais il faudra vraiment bien l'expliquer pour le climat. tout à fait. Mais au sein de ce climat, enfin de cette ESRS E1 climat, on pourrait ne pas avoir à reporter sur l'ensemble des exigences si on juge que un DR, un disclosure requirement, une exigence de reporting n'est pas matériel, ou si un data point Exactement. ne peut pas être matériel pour nous parce qu'on n'est pas concerné. C'est Tout ça? à fait, exactement. Et par exemple, à titre d'exemple, il y a une partie dans ce reporting climat, vous avez la tarification interne du carbone. Si vous n'avez pas de tarif, enfin, si vous êtes une organisation sans tarification interne du carbone au sein de votre organisation, eh bien, vous n'avez rien à reporter à ce sujet-là. Donc voilà, c'est pas matériel pour vous. On peut passer son chemin, finalement. Ce qui est intéressant avec cet ESRS E1, changement climatique, c'est que ça illustre parfaitement un mouvement qui est général au niveau de la durabilité, c'est celui de la juridicisation de la RSE. Alors c'est un terme un peu barbare, hein, je m'en excuse, mais en fait, tout simplement, ça veut dire que les enjeux RSE, les thématiques RSE, eh bien, commencent à rentrer dans le droit dur. C'est-à-dire qu'avec la CSRD, finalement, si on grossit un peu le trait, on va faire rentrer la TCFD et le CDP, donc TCFD, la Task Force on Climate Related Financial Disclosures, et le CDP, le Disclosure Insight Action, qui sont des grands référentiels internationaux à destination des grandes entreprises et ou des PME pour qu'elles puissent reporter, pour qu'elles aient une grille pour reporter un certain nombre d'indicateurs sur le changement climatique. Eh bien, ces deux référentiels qui pour le moment étaient facultatifs, hein, les entreprises avaient le choix de oui ou non
de s'en saisir ou pas, eh bien, ils entrent dans le droit dur avec, par la grande porte, hein, par la porte de la CSRD puisque la CSRD, eh bien, s'est très largement inspirée et puis a très largement discuté avec ces 2 acteurs-là pour la construction de cette ESRS E1. Donc voilà, ça peut être peut-être un premier point intéressant à noter parce que si vous êtes une entreprise et que vous vous êtes déjà approprié l'exercice du Disclosure Insight Act, l'exercice du, Carbon Disclosure Project, eh bien vous partez avec une grande longueur d'avance puisque tout ce qui vous est demandé dans le SRS E1, bah, à 80 vous avez déjà les données, si vous reportez, à la sauce CDP et à la sauce TCFD. On a eu la question un petit peu avant, mais je pense Oui. que c'est le bon moment pour la poser. Les entreprises qui auraient déjà fait du travail autour de la norme ISO 26000, donc qui serait en quoi elle est miscible en quelque sorte dans la CSRD. Mmh. Est-ce que si on a déjà fait ce travail, on est bon pour la CSRD, ou est-ce que bon, il y a encore un petit truc à rajouter, et comment ça se passe? Il y a évidemment un petit quelque chose à rajouter en plus. Si vous avez la norme 26 000, enfin, si vous avez déjà travaillé sur la norme 26 000, au moins, vous êtes déjà posé un certain nombre de questions qui sont, nécessaires pour justement réaliser cet exercice de reporting. Donc ça, c'est déjà un bon point. Vous partez avec une longueur d'avance, mais vous n'êtes pas, voilà, vous êtes encore loin de la ligne d'arrivée évidemment. Si en plus vous avez travaillé sur cette norme ISO 26000, que vous avez une stratégie RSE en interne qui est robuste, construite, documentée, codifiée, vous partez donc avec une longueur d'avance, mais c'est encore mieux du coup si vous avez eu la possibilité de vous pencher sur le reporting TCFD, sur le reporting CDP. Là, vous êtes, quasiment à la ligne d'arrivée. Il suffit de rajouter bah, tout simplement la double matérialité, en fait, puisque la TCFD et le CDP, ce ne sont pas des reportings qui vous demandent de reporter en double matérialité, c'est-à-dire, vous vous rappelez, hein, les fameux, la matérialité financière et la matérialité d'impact, bah, il faut juste rajouter ça pour passer la ligne d'arrivée, hein, si j'ose dire. Voilà, donc tout ce que vous pouvez prendre en termes de reporting volontaire, en termes de normes ISO, eh bien prenez-les parce que ça vous fait gagner du temps, c'est quelque chose effectivement qui va vous permettre de partir avec une longueur d'avance, je pense, définitivement. Donc voilà, et donc si voilà, si ça il y a vous avez toutes les 9 disclosures requirements de l'ESRS E1, hein, sur le changement climatique. Mais globalement, c'est un ESRS qui parle surtout, eh bien, de comment est-ce que vous allez respecter l'accord de Paris? Comment est-ce que votre organisation compte tenir, cet objectif de 1,5 degré, maximum? Alors, on est plus ou moins dans les temps. Alors maintenant, je pense qu'on peut peut-être aborder la question de l'opportunité finalement que constitue cette directive, CSRD. Parce que ce qui est intéressant avec cette directive CSRD, c'est que ce sont déjà, il va y avoir énormément de documents de travail. Vous allez avoir les normes SRS, vous allez avoir différents guides sur la chaîne de valeur, vous allez avoir des guides sur l'analyse de matérialité. Tout ça est en train de sortir et ça constitue une formidable boîte à outils, même pour les entreprises qui ne seraient pas, dans les seuils de CSRD ou qui seraient concernées, à très long terme. Je pense par exemple à un certain nombre de PME qui, comptent vraiment attendre 2029 pour faire leur premier reporting ESG. Rien ne vous empêche de déjà regarder là ce qui sort, ce qu'il y a, toutes ces méthodologies, tous ces outils finalement, hein, que la réglementation européenne met à votre disposition, et ça constitue véritablement une opportunité. Alors, bah, justement en parlant de chaîne de valeur, Christophe, je crois que tu avais, envie de je vais te donner le casque. Oui, alors pour les auditeurs, on a des petits enjeux de micro, alors c'est pour ça, on s'excuse, en espérant que vous entendez, bien jusque-là. Effectivement, la CSRD, souvent on en parle et puis on l'a vu avec Hugo, hein, il y a quand même une gymnastique un petit peu entre les CSRD, les ESRS, l'analyse de double matérialité qu'il va falloir s'approprier. On le voit souvent comme une contrainte ou des exigences un petit peu complexes, mais ça recèle aussi, puis je pense que c'est important de le dire, aussi pas mal d'opportunités. La CSRD, le but du jeu, c'est que de l'information, claire, auditée, auditable, objective, la transparence, enfin, c'est tout ça, c'est ce que recherche finalement, à la fois l'Europe, mais aussi un certain nombre d'acteurs. On parle ici, là on le voit, sur la partie droite, les institutions financières. Les institutions financières, de plus en plus, intègrent ces considérations de durabilité, dans leurs choix d'investissement, de financement. Est-ce qu'aujourd'hui, elles refusent des financements ou des investissements sur la base CSRD ou sur la base de la durabilité?
Pas encore. Certaines vont être plus sélectives, mais je dirais pas forcément encore. Mais ce qu'il faut voir, c'est que beaucoup d'institutions financières, la BPI, par exemple, entre autres, va aller, lever de l'argent sur les marchés pour pouvoir ensuite la canaliser, auprès des entrepreneurs et des entreprises françaises. Heu, de plus en plus de ces, grands argentiers internationaux et ça peut être l'Europe, ça peut être des fonds nationaux, ça peut être, des fonds de pension qui ont une visée, très long terme. Eux vont chercher, à intégrer, ils vont avoir des critères, un petit peu de l'éco-conditionnalité sur la destination de leur argent. Donc votre institution financière, elle, en arrière, celui qui lui signe des chèques et ben, dit: «Bah, moi je veux qu'elle ça aille vers des entreprises qui commencent à regarder ou qui ont fait déjà des premiers efforts en matière de durabilité. Donc moi, en tant que financier, en tant que BPI France, aujourd'hui sur certains fonds et demain sans doute sur de plus en plus de fonds, je vais avoir ces exigences-là et qu'il va falloir que je trouve. Donc une entreprise qui a mis en place la CSRD va m'avoir facilité le travail. C'est aussi ça que permet la CSRD, c'est d'avoir ce langage commun, audité, auditable, objectif, transparent, qui va me permettre de répondre à ces exigences. Et puis si on se dit: «Bah, moi, je suis sous les seuils, c'est bon, oui, il y a des normes volontaires», il ne faut pas oublier que ce que disait Hugo, c'est que, ces exigences remontent la chaîne de valeur. C'est-à-dire que l'entreprise CSRD en bleu là, elle, pour faire son reporting, pour faire son analyse de double matérialité, elle va questionner sa chaîne de valeur, elle va avoir besoin d'informations le long de sa chaîne de valeur, y compris des PME. Et donc si vous, vous êtes une PME et qu'un de vos clients est un gros client ou que son client lui-même est un client, est une entreprise visée CSRD, il va falloir lui transmettre, un certain nombre d'informations. Donc même si vous n'êtes pas vous soumis, le ruissellement attendu, heu, va faire en sorte que qu'un certain nombre d'informations vous êtes demandées. Donc le plus tôt vous me prenez en main cette réflexion-là, avec enfin Hugo en a parlé un petit peu, on commence à avoir un petit peu des idées sur, les normes volontaires pour les PME, qui sont pas complètement, non plus dingues, sont complètement accessibles pour des PME. Bah, vous prenez un petit peu, vous basculez ce risque de pas répondre en une opportunité, hein, entre, 3 PME mais s'il y en a qu'une seule qui peut fournir les informations de CSRD et de faciliter la vie du client derrière, bah, c'est des opportunités, commerciales, peut-être pas, de vendre plus cher, mais déjà d'être à la table, pour pouvoir se soumissionner. Donc faut voir la CSRD, comme vraiment, un outil à terme systémique, qui va être, utile pour l'institution financière, au niveau des États, au niveau de l'entreprise et au niveau de sa chaîne de valeur. Donc, hem, des opportunités et des risques, mais des opportunités et l'opportunité d'aujourd'hui, heu, va devenir en fait le risque de demain. Les PME qui seront retardataires ou qui ne se saisiront pas, de ce sujet ou en tout cas très tardivement, vont sans doute avoir de plus en plus de mal peut-être à se financer. Peut-être pas demain, encore une fois, hein, ni après-demain, mais 2027-2028-2030, il sera inenvisageable, je pense, pour une institution financière, de pas avoir de l'information de durabilité. Donc le plus tôt vous prenez en main ces sujets-là, le plus tôt vous vous distinguerez. La RSE, puis c'est pas le sujet de la présentation, hein, mais recèle beaucoup d'opportunités, de croissance. Quand on commence à réfléchir sur ces produits, quand on va vers de l'éco-conception, le SRSE 5, on trouve des nouveaux produits, on dégage des nouveaux marchés. Donc vraiment, je pense ce sujet-là est vraiment à prendre en compte. Donc c'est un petit peu ça qu'on voulait, mettre de l'avant. La CSRD, des enjeux réglementaires, mais aussi beaucoup d'opportunités, pour ceux qui se positionnent, vite. Tout à fait.
je récupère le casque. Mais merci beaucoup. Exactement, tout à fait. Donc ça, c'est voilà ce fameux d'où l'importance, hein, de cette directive, CSRD sur laquelle il faut, voilà, vraiment appuyer. Et alors là, je rajouterais à ça peut-être la parole non pas alors plus du juriste, mais du chercheur, aussi puisque je travaille sur ces questions-là. Et c'est que ce qu'on constate aujourd'hui avec la réglementation en matière de durabilité, c'est qu'il y a une construction, ce sont des dispositifs de compliance, tout d'abord. Juridiquement, on peut en faire des dispositifs de compliance et ça se construit, en fait, de la même manière que le droit de la compliance, le droit financier, des années, 80-90 et des années 2000. Et si on fait un petit peu le parallèle, on se rend compte un petit peu que toute cette réglementation, il y a aussi un peu une stratégie de la balle-sonde. C'est-à-dire que les institutions européennes, là, elles bombardent de textes, très techniques, avec peut-être beaucoup de facultatifs ou beaucoup de en fait, on vise à organiser le marché, à organiser l'offre et la demande pour l'orienter vers plus de durabilité. Mais on commence doucement. On commence avec, du facultatif, on commence avec, de l'incitatif, de la transparence, mais il faut savoir que ça, c'est la première étape. Et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé avec le droit financier, eh bien, on peut aussi se dire que cette réglementation en matière de durabilité, elle va se durcir dans les années à venir. Et donc effectivement, pour faire en sorte que cette CSRD ne constitue pas un risque, de s'en saisir le plus tôt possible, parce qu'il ne faut pas partir du principe que cette réglementation, elle est figée dans le temps ou alors elle restera, hem, comme ça dans les années à venir. Non, c'est quelque chose c'est un droit qui va se durcir, hein, finalement, tout simplement. Et donc, pour bien gérer ce risque-là, bien s'en préoccuper, en l'avance et pas se dire: «Je ne suis pas concerné» ou «Je ne serai pas concerné». Non, il faut vraiment pouvoir, anticiper tout ça. Surtout qu'en plus, on a quand même cette réglementation européenne qui fait un petit peu boîte à outils, hein. Que ça soit la taxinomie, que ça soit la réglementation, le règlement SFDR pour les plus financiers d'entre vous. La CSRD n'échappe pas à la règle, hein, ça reste véritable. Il y a un petit peu cette vision de la réglementation boîte à outils. Et donc il n'y a pas de raison de ne pas s'en saisir et de ne pas aussi l'utiliser, hein. Même si vous n'êtes pas, pour le moment soumis, à la CSRD, eh bien vous pouvez quand même récupérer les outils pour pouvoir vous constituer à votre niveau d'un tableau de bord en matière de durabilité. Parce que les limites physiques de notre planète et les risques ESG, c'est pas juste pour les très grandes entreprises, hein, ça nous concerne tous et ça concerne toutes les organisations. Donc, nous, je sais qu'à Novetic, on a des acteurs qui viennent nous voir, qui nous disent: «Ben, nous, on n'est pas soumis, à la CSRD à proprement parler, mais on veut quand même une formation CSRD parce qu'on veut pouvoir être capable de mener une, analyse de matérialité solide. On veut comprendre comment les ESRS sont construits, quelles données vont être attendues». Parce qu'évidemment, tout ça ne sort pas de nulle part, hein. Les FRAG a travaillé avec une foule d'acteurs, une foule d'organisations qui travaillent, sur ces thématiques-là depuis, de très nombreuses années. Donc c'est une formidable boîte à outils aussi. Voilà, et ça, je pense que ça peut être intéressant, à noter. Alors, je crois qu'il ne nous reste plus beaucoup de diapos. On a pas mal de questions. Je te propose qu'on termine. Je crois qu'il y avait un petit peu un focus un peu international. Tout à Et puis fait. après, on va pouvoir prendre des questions. Je crois qu'il y en a il y a des bonnes questions dans le chat. Bah, N'hésitez parfait. pas, hein. Oui, bah, une petite minute pour finir avec ça, mais c'est juste qu'effectivement la CSRD, bah, alors là, c'est un petit peu la minute, ouverture, hein, mais ça a des impacts au-delà des frontières européennes. Alors pour dans un premier temps, tout simplement parce que, eh bien, il y a des entreprises extra-européennes qui vont tomber dans les seuils, hein. La CSRD a un caractère extraterritorial, ce qui pour du droit européen est assez, c'est du jamais vu depuis depuis tout ce qui touche au RGPD, donc c'est tout à fait nouveau. Et là, vous voyez sur votre gauche que les principales entreprises extra-européennes, bien, ça sera les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, et puis ensuite un bon nombre de pays, la Chine, la Suisse, et cetera, dont les entreprises de ces pays-là vont être concernées aussi par la CSRD, hein. Donc il y a aussi un enjeu finalement de guerre économique, on peut le dire, hein, sur la donnée ESG, sur l'ESG, parce que c'est quelque chose qui sera très important dans les années à venir. Et donc on voit que l'Union européenne se positionne comme étant, voilà, le 1er continent, la première puissance économique à véritablement se saisir des enjeux-là. Il y a aussi, juste peut-être 10 secondes, mais une confrontation entre l'Europe et puis les pays anglo-saxons, surtout avec les États-Unis, hein, puisque, les pays anglo-saxons, eux, la double matérialité, ils aiment pas trop, hein. C'est surtout la matérialité financière qui est importante. Et vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a un vrai mouvement anti-ESG, hein, aux États-Unis. Donc il faudra voir aussi comment est-ce que ça va impacter l'évolution de toutes ces réglementations-là et peut-être aussi de la CSRD, puisqu'on avait une organisation américaine qui avait, écrit une lettre à la Commission européenne assez incendiaire, hein, la chambre de commerce, américaine, sur lequel effectivement eux voulaient que la CSRD, eh bien, soit
la moins ambitieuse possible, hein, finalement, enfin la plus souple possible. Donc voilà, il y a aussi des enjeux, à ce niveau-là. Et je propose qu'on passe, eh bien, aux questions puisque effectivement, je crois qu'il y en a pas mal. Alors, effectivement, Alors je crois que c'était ouais, ouais, c'est ça. s'il y avait peut-être Alors, il y avait, tu veux que je lise la question dans le micro peut-être? ouais, il y avait celle-là peut-être? Alors, concrètement, quelles informations devront être communiquées et à qui? Ah bah, alors ça, bah, juste, bah, toutes les informations qui traitent à l'environnement, au social et à la gouvernance. Donc en fait, les 1 100 data points, c'est finalement c'est ça, ce sera ça, les informations qui devront être communiquées. Et alors à qui? Alors la CSRD envisage 2 groupes d'utilisateurs finaux de cette donnée ESG. Il y a dans un premier temps les investisseurs et ça Christophe, tu as pu, en parler, assez largement. Et puis, dans un deuxième temps, la CSRD fait aussi référence à toutes les parties prenantes, à la société civile, qui vont pouvoir eux aussi, eh bien, se saisir de ces données ESG. Alors très important avec la CSRD, en parallèle de la CSRD, l'Union européenne veut faire émerger ce qu'ils appellent un European Single Access Point, qui sera un point d'accès numérique dans lequel, eh bien, tous les investisseurs ou tous les acteurs demain pourront aller chercher les données produites dans le cadre de toute la réglementation européenne en matière de durabilité des entreprises. Donc les entreprises vont vraiment devoir Toutes se... les CSRD, tous les data points seront là-dessus et seront Exactement. accessibles à tout le monde. Tout C'est à de fait. transparence. C'est de la transparence. Voilà. Alors, petite question qui revient aussi un peu avec la question sur l'ISO 26000, je pense, Oui. c'est celle-ci, là, Alors, sur la du coup, la CSRD. CSRD sera le document de base pour mener une politique RSE. Alors, pour mener une politique RSE, peut-être pas, puisque bien évidemment, ça c'est en interne de votre entreprise, vous serez peut-être aussi soumis au devoir de vigilance européen, la fameuse CS Triple D, hein, la CSDDD, qui va aussi vous demander de conduire dans un certain, avec une analyse de matérialité, hein, pour savoir, pour identifier les risques, vos risques, hein, tout simplement. Donc ça, en amont, ça sera peut-être un petit peu plus large. En revanche, ce sera le document de base pour communiquer autour de votre politique RSE, pour être transparent. Enfin, c'est ici qu'on va retrouver finalement toutes les données que vous avez récoltées et la façon dont vous les avez utilisées, la façon dont vous les contextualisez, dont ça impacte votre stratégie. Eh bien, tout ça va se retrouver dans votre... Alors, ça sera plus une déclaration de performance extra-financière, mais dans votre déclaration de performance ESG, tout simplement. Il y a une question qui est un petit peu plus longue, je la garde pour la fin, hein, je vous Très ai bien. bien vu, mais il y avait une question sur les sanctions. Une entreprise étrangère qui se refuserait à rendre un rapport, est-ce qu'elle sera sanctionnée? Alors, oui, est-ce que les entreprises étrangères qui refuseront de soumettre un rapport seront sanctionnées? Oui. La CSRD, la directive prévoit explicitement, en plus des voies de recours de droit commun, qu'il y avait là pour le moment, par exemple, autour des DPEF, une sanction spécifique et particulière pour les entreprises qui ne joueraient pas le jeu de la CSRD. On n'a pas encore les détails, puisque c'est à chaque État membre, dans leur loi de transposition, de définir le montant exact et puis les caractéristiques exactes de cette sanction. Donc on attend encore là, pareil, la loi de transposition pour savoir exactement la sauce à laquelle les entreprises réfractaires seront, voilà, seront mangées. Il y aura pas de, enfin, les entreprises extra-européennes auront aussi c'est une obligation de se soumettre à la CSRD. À voir du coup, au moment où elles le seront, quelle sera la sanction concrètement appliquée. Il y a une question, ça va être peut-être plus pour moi, si je peux me permettre. Bien sûr. Pardon. Une question sur, pour éditer les rapports au format digital exigé par la CSRD. Alors effectivement, la CSRD va exiger que ces données, pour qu'elles puissent être exploitables facilement et que ce ne soit pas du texte qu'il faille aller chercher, elle va utiliser un tagging XBRL. Donc donc là, on commence à voir certains, rapports, qui sont là-dedans. L'XBRL est déjà utilisé côté financier. Donc si vous interrogez vos collègues de la section de la direction finance, ils doivent être déjà au courant. Il y a des outils qui existent pour justement faire ce tagging. On s'est pas trop répandu sur les outils d'aide à la publication ou à la enfin, pour collecter et organiser la donnée en interne pour les rapports CSRD. Mais ces modules XBRL vont venir un petit peu en bout de tuyau pour coder adéquatement la donnée dans le bon format qui est attendu par l'Europe.
Et alors bon, alors il y a une question sur articulation avec l'entreprise à mission, un doublon, pas forcément. Je pense que l'entreprise à mission, viendra expliquer, dans sa gouvernance, le SRS 2, bah, comment elle est organisée. Donc ça, c'est aucun doublon, ça va venir totalement se mettre dans cette, Les données récoltées dans le cadre de la CSRD pourront être utilisées pour suivre la mission, si jamais. Donc c'est même Exactement, ça ça vient ça vient vraiment, en collaboration. Et puis alors la dernière question, je suis désolé, il nous reste 30 secondes. À quelle hauteur, probabilité estimez-vous que la CSRD remplira ses objectifs de verdissement de l'économie, alors que, beaucoup d'informations ne pourront pas être, reportées car pas considérées comme matérielles? Alors là, on a quelques secondes. Alors je profite des 10 dernières secondes peut-être pour répondre à cette question. Moi en tout cas, je travaille dessus évidemment dans le cadre de ma thèse et je suis pas forcément hyper, convaincu parce qu'il y a quand même beaucoup de facultatifs. Néanmoins, ça constitue quand même une belle avancée. On est vraiment aux premières loges, hein, pour voir, cette CSRD arriver. Donc c'est une première étape, je pense, qui ne sera pas suffisante. D'où le fait de bien s'en saisir, de bien l'exploiter parce que c'est quelque chose qui va être amené par la force des choses, à se durcir, à monter en vitesse et à prendre de plus en plus d'importance. Donc à date, pas forcément très, très convaincu, mais à long terme, je pense que c'est la première pierre de quelque chose de plus grand, qui portera ses fruits. Alors, on a atteint nos 45 minutes réglementaires. Merci Hugo. Merci à toi, Merci merci à à vous. vous d'avoir été à l'écoute. Et puis, bah, je pense que c'est un sujet dont on va entendre encore beaucoup parler. Donc voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, merci à tous.